Merci encore pour votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de venir ici et d'échanger. Toute spécialité ophtalmologique mélangée, c'est à chaque fois en fait plein de découvertes et plein d'apprentissages. Je vais vous parler du presbylasik. Alors d'abord quelques chiffres. Chez les Français, on est avec une moyenne d'âge de la population plus élevée, je pense qu'au Maroc, on a 51% de patients presbytes. Sur 15 ans, en moyenne, c'est 6 équipements, ce qui représente un certain coût et un certain besoin de renouveler, de consulter pour changer ses lunettes. On a une assez faible pénétration des lentilles, ça représente que 12% les presbytes représentent que 12%. Dans les presbytes, il n'y en a que 12% qui sont porteurs de lentilles. On reçoit en fait en consultation deux types de demandes, soit des gens qui viennent purement et simplement pour se faire opérer de la presbytie, ils ont ou non une amétropie, soit des gens qui viennent pour se faire opérer de leurs problèmes réfractifs, quelquefois des myopes ou quelquefois autre chose, alors qu'en fait ils sont déjà rentrés dans la presbytie ou tout proche de la presbytie. La presbytie a un réel impact sur la qualité de vie. Ça explique aussi la grande motivation des patients par rapport à la chirurgie. Les motivations sont rarement économiques, c'est rarement pour économiser les 6 paires de lunettes. Les gens viennent parce que McDonnell l'avait montré en 2003, l'impact de la presbytie est tel que les gens seraient prêts à échanger 5% d'espérance de vie pour ne pas être dépendants des lunettes. Et ça avait été ensuite appuyé par une autre étude en 2008 qui avait montré que en comparant, on pouvait comparer en fait l'impact en qualité de vie de l'entrée dans la presbytie avec l'impact de la découverte d'une maladie chronique comme l'hypertension artérielle. Donc on peut dire que c'est assez mal vécu. Il y a 3 principes qui sont utilisés en chirurgie cornéenne et que je vais voir avec vous. Je laisse tomber la monovision, même si on va en parler, mais ce n'est pas du tout le sujet de la présentation. Il y a la multifocalité, la création en fait en général de 2 foyers au niveau cornéen. Il y a l'augmentation de la sphéricité, le fameux facteur Q, où on crée en fait une multifocalité progressive. Et en général, on combine la monovision et un des deux autres facteurs. Et on peut aussi dire qu'on stimule l'accommodation résiduelle, on est très aidé par la physiologie et par la motivation aussi des patients. En 2017, encore plus qu'en 2016, les presbylasiques sont centraux. On donne à la cornée centrale la vision de près et à la vision périphérique la vision de loin. Et donc on profite ainsi du myosis accommodatif. On a abandonné progressivement les presbylasiques décentrés. En voilà un exemple là en haut à gauche. Mais voici en bas à droite la même patiente à qui on a eu la mauvaise idée de mettre des implants multifocaux. Et vous imaginez que sa qualité de vie est épouvantable avec son PSF et elle avait 5/10 corrigés non améliorable. Donc ces types de traitements ont été complètement abandonnés. On fait 2 types de remodelage cornéen, la modification progressive, donc la sphéricité, le facteur Q, où on augmente progressivement le rayon, on augmente la variation du rayon de courbure pour obtenir une hyperprolaticité. En gros, sur la topographie, on voit que ça donne des zones optiques qui sont un peu plus étroites et plus cambrées, en particulier en périphérie. Et on a la modification multifocale, où là, on va créer une zone d'addition ici de 3 mm de diamètre au centre pour obtenir 2 foyers de focalisation. Dans tous les cas, on comprend sur ces topographies que c'est beaucoup plus adapté aux patients hypermétropes parce que ça va devenir être potentialisé par le traitement de l'hypermétropie et que c'est un peu plus compliqué conceptuellement à imaginer chez les myopes et encore plus chez les hémétropes. Les corrections asphériques, vous connaissez maintenant, hein, c'est la modification progressive de la prolasticité, la modification et l'accentuation de l'aberration Z4-0, et ça donne ce qu'on voit là sur la photo, c'est une augmentation de la profondeur de champ. On voit net sur une distance plus élargie que à gauche. 2 machines actuellement commercialisées en France permettent d'obtenir ça, le Wavelight et le Zeiss, avec
soit une modification à la carte du facteur Q dans le cas du Wavelight, soit une modification figée dans le cas du Zeiss, où on a deux options, le mild ou le regular. L'effet est limité de la sphéricité, de la modification de la sphéricité. Ça a été chiffré, on obtient à peu près une addition d'1,50. On ne peut pas obtenir plus, mais ça permet quand même d'obtenir une vision intermédiaire à long terme et, chez les gens qui ne sont pas encore trop âgés, une vision de près. En pratique, du fait de cette limitation, c'est forcément associé à de la monovision. Et l'avantage, c'est que ça préserve la vision de loin, que ça laisse la possibilité de faire des retouches, voire même des retours en arrière. La multifocalité, c'est deux zones, je vous l'ai dit, totalement différenciées. Les machines commercialisées en France, c'est la Bausch+Lomb et la Schwindt. Et ça donne là aussi, bien sûr, une vision de près centrale avec une augmentation de la kératométrie des 3 mm centraux. Là aussi, on a des profils figés, c'est le cas de la Bausch+Lomb, et on a un choix libre d'addition dans le cas de la Schwindt. Ça peut donner comme résultat, pour ce qui est donc des dernières, des cornées multifocales, une publication parue en 2014 sur 123 yeux, 36%, un peu plus de 36% avaient sans correction de loin plus de 8 dixièmes et 90% obtenaient plus de 8 dixièmes de près. On avait quand même une perte d'acuité visuelle de 2 lignes chez 10% des patients, en acuité de loin bien entendu. Un peu plus récemment, cette étude sur le Schwindt, qui est arrivée plus tard sur le marché, permet d'obtenir des résultats qui sont quand même plus satisfaisants, parce qu'on a 70% des patients qui ont 10 dixièmes sans correction de loin et 84% de près, et beaucoup moins de pertes de lignes, avec 3% de pertes. Une étude qui avait été faite avec un de mes collègues, le docteur Pietrini, montrait à 6 mois, 78% des patients sans correction qui avaient plus de 8 dixièmes et 85% de près. Et en binoculaire, on passait à 96 et 91%. Avec, on voit une courbe ici de défocalisation qui est assez intéressante en plateau. C'est exactement ce qu'on cherche à obtenir, c'est-à-dire pour avoir vraiment une bonne profondeur de champ plutôt que des pics. Les corrections asphériques, ici, c'est une étude assez récente de 2016 sur 138 yeux. Alors, on a relativement peu de publications, hein, ça je ne l'ai pas souligné, mais quand on fait PubMed et Presbylasik, il y a beaucoup de communication et relativement peu de publications écrites. Donc 138 patients suivis 1 an, en moyenne 53 ans et plus 1,63 d'équivalence sphérique, donc c'était des hypermétropes. On avait 100% des patients qui avaient une acuité visuelle de loin sans correction de 10 dixièmes, donc ça préserve la vision de loin, et 70% qui lisaient, nous, ce qu'on utilise comme échelle, c'est l'échelle de Pareto, donc Pareto 3, et 1,2% de baisse de ligne. Avec la Wavelight, là encore, 10 dixièmes, 76%, et de près, cette fois-ci, Pareto 2, 73%, pas de perte de ligne. 10% de taux de reprise, on va en parler, c'est un des inconvénients de la chirurgie des presbytes, c'est le taux de reprise qui est un petit peu plus élevé, enfin significativement plus élevé. Là, cette fois-ci, avec la Zeiss, 258 yeux suivis 1 an, 10 dixièmes de loin, 86%, de près, je vais y arriver, 81% pour Pareto 3. Pas de perte de ligne là aussi. On va pouvoir améliorer, et on a encore des travaux de recherche à faire pour améliorer le ratio entre la profondeur de champ et la qualité optique. Il va falloir probablement qu'on améliore les traitements en prenant en compte et en individualisant les traitements. Ce n'est pas logique de faire la même variation d'aspéricité, quelle que soit la kératométrie, par exemple, quelle que soit la tolérance des patients à une variation kératométrique. Il devrait pouvoir être possible de prendre en compte l'angle kappa et le diamètre du jeu pupillaire. Tout ça, c'est des choses qui, pour l'instant, ne sont pas prises en compte par les machines, pour individualiser. En pratique, les particularités du bilan, vous connaissez, c'est le bilan chirurgical réfractif classique, en un peu plus exigeant parce qu'il faut bien cibler, bien écouter le patient pour savoir quelles sont ses attentes. Pas forcément lui donner beaucoup d'explications sur la presbytie, lui faire rentrer quand même dans la tête qu'on ne va faire qu'un compromis et qu'il va s'agir uniquement de compenser sa presbytie et non pas de la corriger. Pas de fausses promesses, et lui expliquer que ce que l'on cherche, c'est une moindre dépendance aux lunettes,
au moins en vision de loin et en vision intermédiaire, parce que vous l'avez vu, c'est quand même limité en termes d'addition, et en vision de près de façon provisoire. C'est important de faire une réfraction en saturant les hypermétropes, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on peut avoir des mesures très discordantes avec ou sans cycloplégie. Et on se fait quand même assez régulièrement avoir sur la mesure de l'hypermétropie. C'est une des raisons pour lesquelles on a un taux de reprise qui est plus important chez ces patients. Le choix de l'œil à qui on va privilégier, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, c'est toujours associé à un certain degré de monovision, qu'on va privilégier de loin est important. J'utilise beaucoup, moi, le test sensitif en pénalisant l'œil droit et l'œil gauche et en demandant au patient avec quelle pénalisation il est le moins gêné. Je trouve ça plus fiable en termes de tolérance de la monovision que le classique carton troué. Et j'ai le test lentille de tolérance de la monovision extrêmement facile, quel que soit l'âge, pour ne pas avoir de surprise et puis aussi pour que le patient comprenne vraiment quelle sera sa qualité de vision et quels sont les enjeux et admettre qu'il y a un compromis dans l'histoire. Donc pour moi, c'est aussi dans le contrat, c'est important, ça me donne une bonne idée de la tolérance après. Alors évidemment, c'est l'ASIC exclusif, hein, donc il faut que les patients répondent topographiquement aux critères. Même si, honnêtement, des ectasies après 50 ans, j'en ai pas trop vu dans la littérature, j'en ai même pas vu du tout. Personnellement, je prends pas le risque. La kératométrie peut avoir des effets aussi en termes de tolérance, comme on va cambrer la cornée. Une cornée qu'on va cambrer de façon trop importante, je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais il y a une très jolie kératite sèche, vraiment numulaire, ronde, centrale, qui correspond exactement au plateau de l'addition. Donc dépister, traiter fortement les sécheresses oculaires et être prêt à utiliser les grands moyens si jamais on a un problème de sécheresse derrière et bien expliquer ça aux patients. Bien sûr, chercher une cataracte débutante. Hein. On a des patients qui ont plus de 50 ans pour la plupart, et donc il faut ne pas passer à côté même d'une cataracte congénitale, là, comme c'est le cas, dont le patient n'avait pas conscience. Alors évidemment, la question c'est cornée ou cristallin, parce que on a une amétropie qui est évolutive. La chirurgie cornéenne, on n'a pas très envie d'y retourner tous les 5 ans, et que les 3/4 des patients vont être un jour opérés de la cataracte, et qu'on sait qu'au moment de la cataracte, on a des implants qui sont maintenant assez efficaces en multifocalité, et qu'il y a des chances pour qu'on fasse des progrès encore dans les années à venir, et qu'on obtient déjà des résultats d'addition qui sont quand même un peu plus importants qu'en cornée. Et donc, il ne faut pas proposer une demi-solution alors que le patient va avoir besoin plus tard d'une chirurgie qui, là, pourra lui permettre une correction totale. Donc, l'âge rentre dans la décision et les exigences du patient aussi. Donc, l'amétropie initiale importante, l'âge du patient. Moi, personnellement, jusqu'à 55 ans, je suis très cornée, et après 60 ans, je suis très cristallin. Entre les deux, je m'adapte au patient, et bien écouter le patient sur ses habitudes visuelles, même si elle est à la retraite, savoir quel métier il faisait, parce que ça conditionne énormément en fait ses attentes en termes de visuel. On est très conditionné par notre vie professionnelle, les loisirs évidemment. Ensuite, les préférences, ça dépend beaucoup des habitudes, du matériel que vous avez et de votre expérience. Moi, je suis très asphréricité, en particulier chez l'hypermétrope, parce que je trouve que ça préserve bien la vision de loin. On l'a vu, il n'y a pas de perte de ligne. Ça laisse la possibilité de reprise et ça ne grève pas les options chirurgicales ultérieures. Je pourrais toujours mettre un implant à profondeur de champ sur une cornée qui aura été cambrée par la chirurgie cornéenne. Chez les myopes, monovision simple, mais après vérification du test de tolérance. Et chez les métropes, c'est soit rien, soit la monovision si le test de tolérance me laisse le faire. Je vous remercie. Merci.